Nous sommes en direct du Sommet du droit en entreprise. Vous êtes sur la chaîne Be Smart for Change et nous sommes avec Roland Montfort, associé, bonjour, chez BCLP. Et nous allons parler de la garantie de passifs et d'actifs. Alors, ma première question, ce sera celle de savoir quelles sont les grandes tendances en la matière. Il est difficile de répondre exactement à la question parce qu'il y a énormément de différents cas, avec chacun une typologie très particulière, du fait de la typologie des investisseurs eux-mêmes. Sont-ils sophistiqués ou non? Sont-ils des fonds d'investissement ou des entreprises industrielles? Leur connaissance des actifs, la juridiction dans laquelle se trouvent les actifs, le droit applicable, etc. Donc il y a autant de situations, si vous voulez, que de dossiers pour nous, praticiens. Et donc, il faut vraiment faire du sur-mesure, s'adapter avec tous les paramètres de chaque opération. Mais si on doit dégager quelques grandes tendances, j'en retiendrai trois. La première, c'est la montée en volume et quasi de façon systématique maintenant de la garantie d'assurance. Donc, on appelle ça l'assurance garantie de passif, qui est maintenant très, très appliquée dans de nombreux dossiers. Ça a commencé aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ça a pris pied en France il y a quelques années, et maintenant ça devient vraiment un incontournable de cette garantie de passif. Il s'agit donc de transférer une partie du risque sur une société d'assurance. Et on retrouve maintenant donc cette assurance garantie de passif, que ce soit dans les cessions de gré à gré, également quand les parties sont des investisseurs industriels, des acteurs industriels, alors qu'avant c'était un petit peu réservé aux fonds d'investissement. On le retrouve donc quasi systématiquement, donc ça c'est vraiment une grande tendance qui s'est multipliée avec un nombre d'acteurs de plus en plus important du côté du nombre de compagnies d'assurance qui participent à cette couverture, et aussi réduction du montant des franchises, ce qui a fait que, évidemment, le produit a été beaucoup plus accessible. Donc ça, c'est vraiment une grande tendance que l'on constate, c'est l'assurance garantie de passif. Une autre tendance, je dirais que c'est la sophistication des investisseurs. Les investisseurs aujourd'hui, que ce soit les fonds d'investissement ou des industriels, en général, ont une grande connaissance du secteur industriel dans lequel se trouve la cible, ou une connaissance de la cible elle-même. Pourquoi? Parce que c'est un partenaire commercial, par exemple, de la cible, parce que peut-être ils ont déjà une participation minoritaire, parce qu'ils connaissent très bien le management. Donc il y a une vraie sophistication, une vraie connaissance de la cible elle-même, de ses dirigeants, de son secteur industriel, et donc une sophistication de l'acquéreur par rapport aux risques auquel il va devoir faire face. Et je dirais peut-être une troisième tendance, c'est le côté professionnel des data rooms, qui sont ces endroits virtuels dans lesquels on va mettre à disposition de l'acquéreur donc les informations de la cible. Cette data room est de plus en plus professionnelle, bien organisée, et elle est en général exonératoire. Ça veut dire que tout ce que le vendeur aura mis dans la data room sera porté ou considéré comme porté à la connaissance de l'acquéreur et par conséquent sera exonératoire de ses responsabilités. Donc voilà que trois tendances parmi d'autres dans ce monde monde de sur-mesure plus particulièrement. Merci. Quelles sont les autres les alternatives à la gap finalement? Alors la question est intéressante. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, que la gap se rencontre, donc garantie d'actifs et de passifs, se rencontre systématiquement. Ce qu'il y a par contre, c'est des mesures complémentaires, additionnelles, si vous voulez, au mécanisme de la garantie de passif. Le premier point, je pense, très important, c'est quel est le droit applicable. Parce que si on se situe dans un contexte de droit français, nous avons des dispositions du Code civil français qui sont extrêmement importantes dans cette problématique générale d'allocation du risque entre l'acheteur et le vendeur. Le premier qui vient à l'esprit, que tout le monde connaît, c'est les vices de consentement, qui peuvent entraîner la nullité de l'acquisition, de la cession. Le deuxième, c'est l'information précontractuelle. L'information précontractuelle, c'est un article assez récent, 1112-1, qui est absolument fondamental aussi, parce que dès qu'il y a des informations essentielles pour le consentement de l'acquéreur, et donc informations essentielles qui sont connues du vendeur et qui ne les aurait pas communiquées à l'acquéreur, pourrait entraîner donc des demandes de dommages et intérêts de la part de l'acquéreur, ou même la nullité de la vente si cette violation de cette obligation entraîne finalement un vice de consentement. Donc, connaître le droit applicable autour finalement de ces dispositions contractuelles est fondamental. Si l'acquisition se faisait par exemple en droit anglais, eh bien ces dispositions n'existeraient pas, et donc ça donne évidemment comment dirais-je, un environnement juridique extrêmement différent. L'assurance garantie de passif dont on vient de parler est également fondamentale.
Et je dirais en troisièmement, et pour finir peut-être, qu'il y a une grande différence entre un share deal et un asset deal. S'il s'agit d'acheter des actions d'une société qui existe depuis longtemps, il y a un historique évidemment assez long au sein de cette entreprise et donc peut-être un besoin de vérification très très important. Et donc on voit une tendance récente, c'est d'apporter les actifs, donc c'est une sorte d'asset deal, donc apporter les actifs à une newco, à une nouvelle société et ensuite l'acheteur rachète les titres de cette nouvelle société. Et comme il s'agit d'une société plus récente, eh bien, finalement, il y a un cantonnement du risque, une certaine réduction du risque par ce passage, finalement, d'un asset deal à une newco et ensuite un share deal par l'acquisition donc des titres de la newco. Voilà ce qu'on pourrait peut-être dire rapidement comme mesure complémentaire. Merci Roland. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en direct du sommet du droit en entreprise et à bientôt sur Be Smart for Change.